tout récit est prophétique en un sens, et je me suis dit, est-ce que c'est pas à nous, notre génération, de créer les narrations de demain, en fait. Ouais, de créer des récits prophétiques. Et surtout, il faut le faire parce que c'est les récits qui façonnent notre imaginaire, et c'est notre imaginaire qui façonne le monde. Et tous les jours, tu dessines en quelque sorte, non? Ouais, depuis que j'ai 15 ans, je dessine minimum 12 heures par jour. Ouais. Et c'est un besoin, quoi. C'est la respiration. C'est ce que je disais à tous mes techniciens, à tous les gens qui ont travaillé sur le film, c'est que je voulais faire un film qui aurait pu techniquement être fait dans les années 60. Utiliser vraiment la base de l'animation. Et notre travail de créateur, c'est de partager l'expérience. C'est de dire, voilà, quand tu tombes, c'est ça que tu ressens. D'armer le muscle de l'émotion pour que quand on se retrouve dans une situation similaire, on soit préparé émotivement et qu'on s'effondre pas. J'ai eu de la chance d'avoir un associé comme Félix et d'avoir ensuite Sophie et Nathalie qui m'ont aidé à protéger au maximum un film qui, sur la base du scénario, tout le monde me disait que c'était fragile. Donc quand j'étais à Estienne, on me disait t'es un auteur. Quand j'étais au Gobelin, on me disait t'es un technicien. Et aux Arts Déco, t'es un intello. Donc je me suis dit, c'est bien, comme ça on pourra pas me catégoriser, je fais tout et comme ça on m'emmerdera pas. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo Bienvenu, artiste qui mêle à la fois un savoir-faire en animation, en bande dessinée, et qui notamment a été reconnu pour des œuvres comme Préférence Système, qui a reçu le prix de la critique de la bande dessinée, et qui vient interroger l'humain sur son rapport au numérique, à la mémoire et à la promesse d'un avenir radieux. Dans cette conversation, Hugo nous parle de son premier long métrage d'animation, Arco, coproduit notamment avec Nathalie Portman, un long métrage d'animation fidèle au style d'Hugo, qui aborde des questions essentielles comme celle de l'imaginaire que l'on propose à l'avenir, la sauvegarde de la planète ou encore notre rapport à la mémoire. Dans cette conversation, Hugo nous livre finalement les clés de son processus artistique, de son goût pour des sujets philosophiques et de son engagement à créer des récits qui touchent et qui questionnent. Restez avec nous pour cette conversation fascinante entre science-fiction, animation et passion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment, très bonne écoute à vous et bon festival. Hugo, bienvenue sur The Anima Show. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Finalement, est-ce que tu penses que nous, êtres humains, on va finir stockés sur un disque dur banal quelque part? J'espère pas, et c'est pour ça que je fais mes livres, mes films, c'est pour essayer d'éviter de travailler sur cette réflexion en fait, de poser la question à l'humanité, de leur dire voilà, est-ce que vous, avec ces données-là, exposées, gonflées, un peu mises en exergue, est-ce que en montrant ça, est-ce que ça pose la question de est-ce qu'on a envie d'aller au bout du truc, quoi, ensemble. Par exemple, dans Préférence Système, de ton album qui a été salué par la critique à Angoulême et moi j'ai lu, j'ai adoré. Il y a vraiment beaucoup de profondeur. C'est à la fois, il y a ton style aussi graphique qui s'installe. Enfin, il y a plein de choses qui sont très positives dans cette œuvre. Tu questionnes le sujet de la mémoire, de l'archivage avec Yves, qui est ce personnage principal, qui est un archiviste. Archiviste, ouais. Et la question que je me pose, c'est comment tu en es arrivé à cette réflexion? Quel a été le déclic? Le déclic, c'était comme souvent en fait dans mon album précédent, c'était un peu la même chose. J'étais dans le train parce qu'à l'époque je bossais, c'est un peu le cas aujourd'hui, mais je bossais beaucoup. Je prenais 3 jours de vacances par an, c'est-à-dire un week-end. Et je sais pas, avec ma femme, on rentrait du sud, on avait pris un petit week-end et on était dans le train, et puis je voyais des billes de bois, des pneus empilés les uns sur les autres, et je me dis c'est fou tout ce qu'on entasse, tout ce qu'on stocke, tout ce qu'on organise. Et c'est cette phrase-là, humain, quoi. En tant qu'être humain. Et c'est cette phrase-là notée dans mon carnet qui a donné Préférence Système. Et en fait, après, j'ai étendu cette problématique du nombre, quoi, du stockage, sur les données qu'on génère nous aujourd'hui. Et ça me permettait de poser la question qui est un peu tabou, qui est posée dans le milieu de la nourriture, dans le milieu de la mode et tout ça, mais nous on pose pas la question en production de surproduction dans la culture. Et donc ça me permettait de parler de ça, de parler de est-ce qu'il y a une hiérarchie, est-ce qu'on décide que un tweet de je sais pas qui vaut autant que 2000 ans de l'espace, et qui va décider ça, voilà. Et grosso modo, moi j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Je suis arrivé à 15 ans quand j'avais 15 ans en France. Diplomate, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, tu passais au Tchad, au Guatemala et au Mexique. Ouais.
Et quand je suis arrivé en France, j'ai toujours eu une sorte de regard un peu extérieur aux sociétés dans lesquelles j'arrivais. Alors, mais du coup, tu regardes notre monde droit dans les yeux, quoi, et tu vas essayer de... En tout cas, je vois quand il y a des gens qui se font des petits mensonges. Je vois quand des gens qui se mytho tout seuls, quoi. Et donc on se mytho tout seul en ce moment sur le sujet du stockage de nos vies, de nos archives, de nos œuvres, parce que finalement, on vit plus en plus dans un monde numérique où on est en train de stocker des pellicules photos sur nos téléphones et donc dans le cloud, des œuvres qui datent d'il y a très longtemps, on les numérise et on les met aussi dans des bibliothèques numériques. Ouais. Et dans ce moment de surstockage se pose la question de la mémoire. À quel moment on va se retrouver sur il y a une courbe exponentielle de création, mais on n'a pas une courbe exponentielle de création de contenant. Donc en fait, il y a un moment donné où de toute façon, il y a un moment donné où le contenant va déborder. Le mètre linéaire, il ne sera pas suffisant, quoi. Ouais, ou le mètre, je sais pas, c'est bizarre qu'on a tous constaté depuis les années 2000. Franchement, ça s'est généralisé que on était un monde fini et c'est marrant parce que ma génération, même la génération plus celle d'après même, est très fervent sur l'écologie, mais en fait mais je vois des comportements que mes parents n'avaient pas, de consommation d'énergie, de consommation de par exemple les Uber, c'est quelque chose qui n'existait pas chez mes parents. Non. Et en fait, nous par exemple, je fais des livres, le prix du papier a explosé parce qu'en fait, tout est encartonné, Amazon, Uber et tout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a jamais été aussi conscient de la menace liée à l'écologie, et en même temps, on n'a jamais été aussi consommateur, on n'a jamais autant cramé la planète que ces 5 dernières années, quoi. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a un constat, que tout le monde est d'accord d'ailleurs, mais que les comportements ne s'inversent pas, au contraire, ils partent de manière exponentielle. Et donc, sous couvert aussi de toutes ces questions d'un préférence système, je parle aussi de ça, et d'une sorte de dichotomie entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, voilà. Et finalement, c'est pas aussi une philosophie générale qui s'est installée et que tu as abordé dans d'autres œuvres comme Total, où finalement ce milliardaire désabusé qui tutoie les présidents et qui les a mis en place, parce qu'il nous rappelle des trucs un peu bizarres. Ouais, exactement. Et si on dresse un parallèle aujourd'hui avec le monde qu'on vit et les petits signaux faibles qui sont en train de s'installer d'une oligarchie technologique et mondiale. Avant, j'étais très cynique et ces livres-là sont le fruit d'une observation un peu froide, méthodique et tout ça. Et Arco est le résultat de ça. Mais Arco, c'est mon long métrage là qui va bien. Mon premier long métrage. Parce que tu as fait des courts métrages, tu as fait des clips de musique pour des groupes de musique, mais tu as aussi fait de la publicité pour des grandes marques comme Hermès et elles sont superbes d'ailleurs. Et toujours dans ton style à toi, en fait, un style qui s'installe finalement au fur et à mesure. Et là, tu arrives avec ton premier long métrage, Arco, qui est sélectionné à Cannes, qui est aussi sélectionné à Annecy, très attendu en quelque sorte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ? Justement que Arco, c'est le fruit je me disais mais c'est pas possible, j'ai fait que des livres très cynique, qui montre la réalité telle qu'elle est, sans phare, quoi. Et je me suis dit, mais j'avais envie d'avoir des enfants, et puis ma fille est arrivée, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas lui laisser juste ça. Je peux pas lui laisser un regard un peu dégradant du monde, de montrer, et je me suis dit, il faut que d'un monde qui court à sa perte, et qui en fait, il n'y a pas tellement de solutions. Et donc, tu t'es créé un nouvel horizon, si tu veux. Et même pour les humains, je me suis dit, mais en fait pour les lecteurs, je me suis dit, attends, là c'était juste après le confinement, je me suis dit, attends, on vient de se farcir des crises quand même énormes, et je pense que c'est que le début de crises comme ça qui peuvent se succéder. Et je me suis dit, mais en fait non, la science-fiction depuis sa création, en fait l'âge de la science-fiction et tout, n'a fait qu'annoncer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je me suis dit, mais en fait ils ont été tout récits prophétiques en un sens, et je me suis dit, est-ce que c'est pas à nous, notre génération, de créer les narrations de demain, en fait. De créer des récits prophétiques. Et donc je me suis dit, vas-y, qui peuvent créer une autre forme de réalité. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, les humains, on procède comme ça, c'est-à-dire que on réagit aux histoires qu'on se raconte. Et par exemple, Elon Musk, les gens l'ont suivi parce qu'il racontait une histoire. Oui. Et c'est pour et d'ailleurs, il continue à raconter une histoire en disant qu'on va aller sur Mars, etc. Il y en a qui exactement. Mais les gens suivent. L'IA, c'est une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, l'humanité. Et là, tout le
le monde se dit oh super puissance, parce que l'humanité est obsédée par la puissance, mais en fait il y a moyen de raconter d'autres récits, et surtout il faut le faire parce que c'est les récits qui façonnent notre imaginaire, et c'est notre imaginaire qui façonne le monde, et donc il faut... Alors qu'est-ce que raconte Arco justement? Arco, c'était déjà un gros câlin, je voulais faire un gros câlin à l'humanité et à nos enfants surtout, pour donner de l'entrain, comme une maman le soir quand il y a un gros chagrin qui réconforte son enfant et qui lui dit tout va bien se passer. Moi, une chanson qui revenait tout le temps, c'est Que sera sera, et je me disais je veux faire un film comme ça qui dit aux enfants arrêtez de penser à tout ce qui vous obstrue, à tout ce qui vous empêche, mais pensez à d'autres choses, à tout ce qui est possible, à tout ce qui est... Et en fait, le projet du film, c'était de faire un film qui redonne confiance aux forces de l'imaginaire, aux forces de la magie, aux forces de la magie qu'on a en nous, en fait, de la magie de l'imaginaire. En fait, on a créé des machines qui font des calculs, certes, et qui arrivent à mieux calculer que nous, mais... Qui atteindra la super intelligence, qui dépassera notre intelligence, en quelque sorte. Mais c'est pas, justement, moi je sais pas si j'appellerais ça de l'intelligence, j'appellerais ça du calcul. Et en fait, nous les humains, on a un super pouvoir qui s'appelle l'intuition. La sensibilité. Et la sensibilité, mais l'intuition, il y a un truc comme ça de pouvoir convoquer l'univers entier dans son cerveau pendant des fractions de secondes, et d'arriver en fait à un résultat sans avoir à faire le calcul. Mais ça... C'est comme si l'humanité avait oublié qu'elle avait ce super pouvoir-là, et du coup elle se remet entre les mains de calculs et de choses en fait assez déprimantes. Et moi je pense qu'il faut rappeler un peu aux humains qu'on est magique quand même, et qu'on a quelque chose qu'aucune autre espèce jusqu'à maintenant découverte dans l'univers n'a, et qui nous permet justement d'imprimer notre marque sur le monde, et peut-être qu'il faut réfléchir à comment l'imprimer, peut-être mieux quoi. Voilà. Et donc tout ça t'a mu pour construire ce film, donc tu l'as coécrit, il me semble, avec... avec mon associé, parce que en fait j'ai trouvé ce personnage et dans mes carnets. Un petit garçon de 10 ans, c'est ça? Ouais, j'ai fait une tête qui sortait du ciel, et puis j'ai fait une traînée arc-en-ciel derrière lui, et puis je l'envoie, comme je le fais souvent, à mon associé Félix de Givry, qui est chez Remembers, et je lui dis regarde, ça pourrait faire un bon petit court-métrage, un bon clip, un petit garçon qui tombe du ciel, et j'aimerais bien qu'il rencontre une petite fille, et puis voilà. Et il me dit mais Hugo, c'est pas du tout un court-métrage, c'est pas du tout un clip, c'est un long métrage, il faut que tu fasses un long métrage. J'ai commencé à développer tout seul, et puis j'ai parlé à pas mal de copains scénaristes, tout ça, et ce qui me renvoyait de l'idée me plaisait pas spécialement, parce que j'avais fait des BD, mais je me sentais pas complètement légitime d'écrire tout seul. Je sais pas pourquoi, mais je me disais c'est quand même costaud un scénario, tout ça machin, et donc je cherchais quelqu'un pour collaborer, et en fait il se trouve que la seule personne qui me renvoyait des choses qui me plaisaient, qui résonnaient en moi, et qui allaient dans le sens de la poésie, et pas de la... Parce qu'on m'a parlé de tu pourrais faire des paradoxes temporels et tout, mais ça m'intéressait pas du tout, j'avais l'impression que j'allais faire un Marvel, et du coup t'as fait un Marvel d'ailleurs, oui, c'est vrai. mais j'avais pas envie de faire un Marvel je sais pas comment dire, en indie quoi. J'aimais bien le faire avec Disney, c'était super, que quand on écrit ça prend du temps, et en fait on a une société donc avec Félix d'animation, de production d'animation, Remembers, et en fait on a les mêmes emplois du temps, et du coup ça calait super bien, ça nous permettait d'être hyper flexible dans le travail, et voilà, et donc on a travaillé pendant 1 an vraiment ensemble au scénario. Et donc vous accouchez de cette idée de ce garçon qui vit dans une époque où en fait on peut traverser les temps avec une cape. Cette cape, elle fait des traînées arc-en-ciel. En fait ils ont découvert cette technologie qui est en fait là depuis le début de l'humanité, qui est le prisme, enfin qui est la diffraction de la lumière, et c'est grâce à la diffraction de la lumière qui voyage dans le temps. Voilà. C'est ça. Et donc là, lui, il a un petit accident, parce qu'il n'est pas censé... lui, il a 8-9 ans, quoi, et il n'a pas le droit de voler, il n'a pas l'âge. Et il vole la cape de sa grande sœur, mais sauf qu'il ne sait pas voler. Par curiosité, voilà. Et donc là, il se retrouve coincé dans un espace-temps qui est un futur, en quelque sorte, un futur proche, en tout cas, de ce que tu proposes, toi. Ouais, comme dans le reste de ma science-fiction, c'est un futur proche qui encore une fois, met sous stéroïdes les problématiques qu'il y a aujourd'hui, qu'on a en présence aujourd'hui en embryonnaire, quoi. Voilà. Pour qu'on les regarde et qu'on voit la vérité qui peut exister si on ne fait rien, ou si on agit différemment, ou si on n'agit pas différemment. Ouais, qui pose la question de nos comportements individuels et collectifs. Et puis là, commence une histoire, une aventure sur ce cadre-là. On va pas en dire plus, mais en tout cas, c'est un super projet sur lequel toi, tu as choisi
de faire une technique d'animation sans artifice. C'est-à-dire que tu vas travailler... Comme d'habitude dans mon travail, ouais. Très brut, ouais. Alors raconte-nous, c'est quoi ton processus C'est de la 2D classique, quoi. Et le plus, en fait, ce que je disais à tous mes techniciens, à tous les gens qui ont travaillé sur le film, c'est que je voulais faire un film qui aurait pu techniquement être fait dans les années 60. Enfin, utiliser vraiment la base de l'animation. Juste... une époque analogique, quoi. Et du coup, de pas faire des mouvements de caméra 3D, de pas faire des... Parce que mon style, il est très compact. C'est de la ligne. Le rendu de mes animations, c'est juste de la ligne, de la couleur sur des décors avec de la ligne et de la couleur. Donc on va retrouver cette signature graphique. C'est exactement la même. La grande complexité, ça a été d'amener plus de profondeur qu'on ait l'impression que... Parce que vu qu'il y a de la ligne tout le temps dans tout et que je mets pas de flou, il fallait qu'on sente qu'il y avait un truc à 3 km. Mais comment on synthétise le truc à 3 km avec juste de la ligne et un aplat coloré ou un léger dégradé? Mais c'est vrai qu'il y a même pas de perce atmosphérique, c'est que du trait, quoi. C'est comme de la gravure. Et donc on a travaillé au décor un peu comme en gravure, c'est-à-dire que on grave tout un peu pareil, mais après en gravure on met de la cire sur l'ensemble et plus ça va et donc l'acide ne rentre que là où il n'y a pas de cire. Et en fait après tu mets de la cire sur les parties que tu veux moins creuser, tu ressors la plaque, tu la remets avec de la cire et en fait on a essayé de créer cette profondeur un peu comme on le fait en gravure, en taille douce. T'es très attaché justement à la technique et je suis un fabricant. C'est ça, un artisan quasiment. Et tous les jours tu dessines en quelque sorte, non? Depuis que j'ai 15 ans, je dessine minimum 12 heures par jour. C'est un besoin, quoi. C'est de la respiration. De la respiration, ce qui fait que tu nous as livré un super travail, comme tu disais, dans les romans graphiques, BD, science-fiction, d'anticipation. Tu as fait des clips de musique, tu as fait des clips, on a dit, pour des marques de luxe, des maisons de luxe, mais toujours en gardant une certaine cohérence, en fait. On retrouve le style Hugo Bienvenu à chaque fois qu'on pose notre regard sur ces éléments. Quelles sont tes inspirations à toi, en tant qu'artiste, au niveau du dessin? Alors, je dirais pas inspiration parce qu'en fait, quand je travaille, je regarde personne. Parce que regarder quelqu'un quand on travaille, ça peut être très dangereux parce que on peut se dire ça c'est cool, je pourrais peut-être l'utiliser et je refuse un peu d'utiliser les moyens des autres. Ça a toujours été un sujet. Puis en plus, j'ai pas le talent des autres aussi. J'ai mon talent à moi et j'ai toujours préféré me reposer sur moi-même que sur les autres parce que même si je vais utiliser quelque chose qui vient du champ symbolique de quelqu'un d'autre, comment je vais le faire rentrer dans mon champ symbolique à moi ou même dans mon champ formel? Et du coup, on va dire que c'est plus des sortes une famille dans laquelle j'ai envie d'être. Ce qui m'a fait faire du dessin animé, c'est que les œuvres qui m'ont le plus marqué, c'est d'abord les Disney, ensuite les Miyazaki, et puis au milieu Akira Toriyama. Donc on va dire que et en fait tout ça c'est japonais, donc ça on va dire que ma famille c'est ces trois là quoi. Enfin voilà, il y a Disney, on va dire européen, enfin occidental, et les japonais, ces deux grands japonais. Et en fait moi j'ai grandi en Amérique latine qui était très empreinte des Américains, et du coup en fait ça se retrouve dans mon style très très fort. Et après il y a des auteurs graphiques comme Alex Raymond, c'est des familles. C'est des gens qui m'ont marqué et je me dis putain, ils sont trop forts. Par contre, je peux pas dire que c'est des influences parce que j'essaye vraiment, c'est pas comment dire, quand je travaille, je me dis pas j'ai envie d'être comme ça. Tout à fait. Mais c'est des familles dans lesquelles j'ai envie d'être, c'est des gens qui m'ont marqué et que je me dis mais attends, ils ont un degré, ils ont une excellence et je veux accéder à ça moi. Enfin, parfois en tant qu'artiste aussi on a tendance à faire des choses qui vont à l'encontre d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout et on veut proposer une autre chose. C'est hyper vrai. Et souvent, ce qui me fait aller au travail, c'est ce que j'aime pas. C'est pas ce que j'aime. C'est-à-dire que tu vas amener du beau en fait dans ce monde et tu te dis qu'est-ce que... Et puis même tu es là en train de regarder une série de merde le soir, là tu fais attends mais pourquoi ça existe, et tu te dis mais est-ce que moi je peux pas proposer quelque chose qui élève un peu ou je sais pas, ou tu te dis non mais moi ça je l'aurais fait comme ça, et là tout d'un coup ta machine elle commence et tu te dis et tu commences à faire ça t'a mis sur la route, et donc le mauvais ex falso verum sequitur, c'est du faux jaillit le vrai, faux jaillit le vrai, tout à fait.
Et d'ailleurs, de la fiction, j'ai eu la vérité. Ça, c'est quelque chose que toi, tu essaies d'appliquer. Hop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Et donc dans Arco, ce que tu veux donner comme message, finalement, c'est de vérité, en quelque sorte, c'est quoi ? Je sais pas si je vais spoiler le film, mais le dessin a une bonne place dans le film. D'accord. Et l'idée, c'était de dire que c'est pas parce que ça a pas l'air grand. Ouais, voilà, c'est ça. Et pas n'importe quoi, c'est les idées. Les idées, ça naît toujours petit. C'est toujours petit. C'est à nous de les arroser, de les faire grandir et de les accompagner dans leur croissance. Et puis moi, je veux dire, je fais de la fiction, donc protéger mes idées, les vendre, fait partie de mon travail. Et je vois comment les gens sont réticents aux choses qui ont l'air petites a priori, enfin qui ont l'air fragiles, et le film parle beaucoup de ça, c'est pas parce que ça a l'air délirant, fragile, petit que ça n'est pas important, et voilà. Et donc le film parle beaucoup de ça. C'est au centre du film. Tu as annoncé déjà qu'il y avait quand même un super casting qui rejoignait, notamment Nathalie Portman. Qui est aussi productrice du film. Elle est productrice aussi du film. Elle a une société qui s'appelle Mantenet avec Sophie Mass, elles nous ont rejoints en 2023, fin 2023, et c'est super parce que ça a rendu les choses plus simples à bien des égards. Ouais, et puis ça met un peu de lumière aussi sur le projet, comme tu dis, ces petits projets insignifiants qui ont l'air insignifiants, mais en réalité peuvent devenir des super. C'est marrant parce qu'en France, nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai. En France, je crois que c'est le pays où c'est le plus vrai. Et puis voilà, quand Nathalie et Sophie sont arrivées, qui venaient des États-Unis, et ben tout d'un coup tout est devenu plus facile en France. C'est étonnant. Toujours un peu la même chose. Et d'ailleurs, alors que le projet n'a pas changé, mais c'est leur pouvoir aussi. Puis je veux dire, Nathalie et Sophie, c'est deux personnes brillantissimes, et quand elles posent leur regard sur quelque chose et qu'elles s'y intéressent, j'ai l'impression aussi que le monde se dit si elles se sont attachées à ça, c'est que la valeur qu'on n'avait pas, c'est qu'il y a de la valeur dans ce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas vu la valeur dans ça, quoi. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, tout le monde se rend compte qu'il y avait peut-être une valeur là-dedans. Là, tu es au dernier jour du mix. Est-ce que tu as l'impression que tu as été plus libre sur des feuilles à dessiner que sur un écran à révéler une œuvre animée ? Non, la BD, c'est l'endroit de la liberté. Je pense que c'est aujourd'hui le médium le plus libre du monde, parce qu'il n'engage pas beaucoup d'argent au début, quoi. Ouais. Du coup, en fait, on n'a pas à convaincre une grosse barrière d'entrée. On n'a pas à convaincre 46 organismes ou 46 personnes de monter à bord et de mettre leur argent. Et donc, fatalement, la BD reste plus légère, donc plus libre. Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir un associé comme Félix, et d'avoir ensuite Sophie et Nathalie qui m'ont aidé à protéger au maximum un film qui, sur la base du scénario, tout le monde me disait que c'était fragile. Tout le monde me disait mais c'est pas comme ça qu'on écrit, là ils sont où les 3 actes, ils sont pas lisibles, là il y a pas d'antagoniste. T'as reçu beaucoup de critiques en fait. En fait il y a une manière de faire les choses qui s'est installée, et qui, moi, je trouve, produit plus de surprises. Tu vois, produit plus de surprises. Et du coup, moi, quand je vais au cinéma, c'est pour être surpris, c'est pour être étonné, c'est pour voilà. Et je trouve qu'il y en a. Hein, je ne faut pas cracher dans toute la soupe, mais 80% de la production aujourd'hui, je trouve qu'elle est faite sur des modèles, et que ces modèles, du coup, on les a intégrés, et que du coup, quand moi je regarde un film aujourd'hui, je sais ce qui va se passer dans le plan d'après. Je pourrais même le faire, quoi. Et dans ma tête, je l'ai déjà fait. Et donc, je vais de déconvenu en déconvenu. Et à la fin du film, je suis j'ai passé 2 heures à monter un meuble Ikea, quoi. Enfin, et donc là, ce qui a été génial, c'est que Félix, le premier, et ensuite Nathalie et Sophie ont préservé tout ce qui était fragile, tout ce qui était, et en fait qui fait la force des choses. Et encore là, on va en parler peut-être après, mais l'IA arrive, l'IA est là, et elle va nous permettre de faire des films parfaits qu'on n'aurait pas envie de voir, parce que ce qu'on aime en fait, l'humanité, c'est de se reconnaître, et on se reconnaît. C'est ces moments d'aspérité. On se reconnaît dans la défauts. Chose dans laquelle on se reconnaît le plus, c'est nos défauts. Ouais. Et en fait, l'IA, moi je pense que la grande erreur, et après on pourra revenir sur Arco, mais l'IA
n'a pas d'expérience. Et notre travail de créateur, c'est de partager l'expérience. C'est de dire, voilà, quand tu tombes, c'est ça que tu ressens. C'est de se reconnaître dans les expériences des uns des autres. Voilà, et de s'armer, d'armer le muscle de l'émotion pour que quand on se retrouve dans une situation similaire, on soit préparé émotivement et qu'on ne s'effondre pas. Et du coup, l'IA, qui ne vient pas de l'expérience, ne fera pas ce travail de préparation. Et ne serait-ce que quand moi je dessine... Donc elle nous rend vulnérables, quasiment. L'humain peut devenir accessoire. C'est sûr qu'elle nous rend vulnérables, de toute façon elle nous rend insignifiants, mais voilà, en fait, de quoi parle-t-on si on ne parle pas d'expérience ? De rien. Moi, quand je dessine une cheminée, je pense qu'un bon dessinateur, quand il dessine une cheminée, il arrive à retranscrire sa version de la cheminée. Ouais. Moi, par exemple, si je dessine une cheminée, j'invoque le fait que j'ai chaud devant, froid derrière. Voilà. Et c'est ça qu'on fait quand on dessine. Et quand on raconte des histoires, c'est convoquer des moments, c'est plonger le spectateur dedans. Et les bons auteurs font ça. Et pour revenir sur l'IA, s'il y avait une règle que tu voudrais imposer à l'IA, ce serait laquelle ? Parce que... je veux surtout pas rentrer là-dedans. D'accord. Je veux surtout pas rentrer là-dedans. Donc tu l'observes, tu vois les choses arriver, comme tu t'es posé la question... et mener une réflexion sur le surstockage de nos données, etc. Là, tu as un même regard sur l'IA. Il va s'exprimer un moment sur une BD ou quelque chose comme ça. En fait, je pense que dans Préférence Système, il y a une phrase qui dit exactement ce que je pense de l'IA. C'est le moment où il y a un des juges qui décide de ce qu'on stocke, a l'air manifestement en dépression, quoi, et sa collègue, elle, est en dépression, et il est face à la ville en train de regarder, et puis il dit on est trop, grosso modo, il faudrait retrouver la BD, mais je l'ai, ouais, tu l'as, et il dit tiens, ce sera mieux de citer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ça fait longtemps que je l'ai écrit. Je recommande à tout le monde, auditeur, auditrice, la lecture de ce roman graphique. On n'en sort pas indemne, ça c'est clair. Ah oui, c'est ça, c'est là. Il dit en nous fiant. D'ailleurs, c'est l'IA déjà, alors que c'était pas trop. En 2017 Ouais, je l'ai écrit en 2015-2016, ouais. En nous fiant à l'IA, à force de vouloir aller toujours plus vite, nous avons créé notre handicap, notre caducité. Nous avons créé une temporalité intenable. Nous sommes condamnés à la vitesse, à l'efficacité. Ouais. Voilà. Et on le fait tout seul. Prophétique en quelque sorte. En tout cas, cette anticipation-là, il faut qu'elle questionne le lecteur en se disant mais attention, vers où allons-nous en fait ? Et dans ce monde-là que tu décris, finalement, on a un problème de réduction, en tout cas de nombre limité d'octets de stockage. Ouais. Et donc, il y a un système des juges qui sont là pour décider qu'est-ce qu'on supprime pas. Est-ce qu'on va supprimer l'album de Freddie Mercury ? Est-ce qu'on va... Mais là même, hallucinant quoi. On voit même dans les universités, ils ont un énorme problème parce que vu qu'ils sont un peu, ils doivent justifier de leur travail, et en fait, on a du rendement à prouver, et donc on doit écrire beaucoup de, je sais pas comment, de thèses. Et en fait, il y a trop de thèses et on n'arrive plus à lire toutes. Et on n'arrive plus du coup à lire, à déterminer lesquelles sont bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a une surproduction. Et il y a ça aussi, c'est que quand on est auteur comme moi, artiste, j'aime pas le mot artiste, mais voilà, quand on fabrique des choses, quoi. Et aujourd'hui, le sortir de la masse, c'est très compliqué parce que la masse noie les choses. Et du coup, et je dis ça alors que je contribue à cette production. Et comme je critique le téléphone portable. En tout cas, Ouais, en tout cas, j'essaie de poser les questions pour se dire c'est vrai qu'on est là-dedans, quoi. Donc qu'est-ce qu'on. Ouais. Petite question, si toi, tu avais une œuvre à conserver. Parce que Yves, l'archiviste de ton œuvre Préférence Système, justement, il est en train de vous... je vais pas dévoiler, mais en quelque sorte, il veut qu'on conserve des choses essentielles pour... en tout cas, il peut pas se résoudre à supprimer certaines choses. Il n'y arrive pas. Et donc, en fait, il procède à un choix quand même, c'est-à-dire de se dire, ah non, ça... Et un choix... humain et héroïque, je sais pas, mais et en fait c'est ça aussi qui est beau dans l'humanité, c'est de dire ah non, pas ça on peut pas l'oublier. Et la mémoire, c'est pas que conserver des choses, c'est pas juste mettre des choses dans une cave, c'est la mémoire, ça sert à former la génération qui vient. C'est ça la mémoire, c'est pas convoquer une histoire et puis la transmettre en plus. C'est de dire à la génération qui vient, tiens, tu vas bénéficier de mon expérience, et on a bénéficié de l'expérience des générations passées. Et si on casse si on oublie trop de choses, et d'ailleurs on voit il y a plein de métiers qui ont disparu parce que on a, par exemple en France, l'horlogerie, on a décidé à un moment donné que c'était plus fancy de faire de l'horlogerie. Les Suisses ont récupéré le truc. La dorure, tous nos bâtiments ils sont pleins de dorure. Il y a plus de doreur en France. Ah bon? Non, maintenant c'est les Chinois qui sont les meilleurs doreurs, et il doit y avoir 3 doreurs en France. Il y a même les ébénistes, il y a
presque plus. Enfin voilà, il y a des métiers qui disparaissent doucement, tranquillement, et il y a des moments où tout d'un coup, Notre-Dame brûle et on se dit, on a besoin de ces métiers-là. Je sais pas. Et moi, je trouve que la philosophie japonaise, par exemple, est très bonne. Ils construisent des maisons qui démontent tous les, je sais plus combien, 40 ans, je crois, ou je sais plus, enfin une certaine, ou 80 ans. Et en fait, c'est pas pour démonter la maison, c'est pour que les générations d'après sachent monter une maison. Et c'est super. Pour transmettre les trucs. Et donc, en fait, je trouve que voilà, nous, il faut qu'on se pose tous la question. La question de la mémoire est essentielle, et c'est juste qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants. Et moi, j'ai envie je sais pas, j'aime les sociétés où on plante des arbres sous lesquels on se reposera pas, quoi. Voilà, je trouve espérons que Arco, qui est sélectionné à Cannes, à Annecy, nous permettra de réfléchir à tout ça. Tout à l'heure, tu mentionnais Félix de Givry, avec qui tu t'es associé dans le studio Remembers. Pourquoi vous avez monté ce studio, et c'est quoi la vocation de ce studio finalement à terme? On a créé ce studio pour être libre, en fait, enfin pour décider de ce qu'on faisait, où on mettait notre énergie, et surtout en tant que fabricant, moi, de comment dépenser l'argent dans la fabrication, parce que j'allais dans d'autres studios, je trouvais que l'argent était jamais exactement dépensé comme il fallait, et on mettait beaucoup là, alors que c'était pas très important, et pas assez là où c'était vraiment important, déterminant. Et donc à la base c'était pour reprendre la liberté sur la fabrication et fabriquer mieux, à mon sens. Et au début c'était basé surtout sur mon travail, sur le travail de Félix, et on a développé une famille d'une quinzaine de réalisateurs et une bonne trentaine de personnes qui sont régulièrement dans les studios, quoi. Et donc on produit aussi le travail d'une dizaine d'autres personnes. Des courts-métrages, des clips, des documentaires, des pubs, beaucoup de choses différentes. Tu es passé par plusieurs écoles, l'école de l'Estienne, qui est dans le 13e arrondissement, mais les Gobelins aussi, qui sont pas très loin. Et les arts décoratifs aussi. Et la CalArts aussi aux États-Unis. CalArts aux États-Unis, qui a été lancé par Disney à l'époque. Qui a été créé par Disney pour former ses techniciens à tous les niveaux, danse, acting, animation, vraiment il y a tout. Assez ouvert finalement. Et du coup ce qui est bien, c'est que tu parles avec tous les corps de métier avec lesquels tu seras en contact plus tard en travaillant, quoi. Franchement intelligent. Ouais, très intelligent. Et donc de cette formation solide aujourd'hui, t'en tires quoi, et est-ce que toi-même t'as envie de transmettre finalement? En fait en France on nous catalogue très vite. Donc quand j'étais à Estienne on me disait t'es un auteur, à l'extérieur on me disait t'es un auteur, quand j'étais au Gobelin on me disait t'es un technicien, et du coup je me suis dit et aux Arts Déco t'es un intello. Donc je me suis dit c'est bien, comme ça on pourra pas me catégoriser, je fais tout et comme ça on m'emmerdera pas. Et on t'emmerde toujours, hein, donc c'est pas grave. Mais et puis la CalArts aussi, je me disais ça me donne justement un prisme américain qui me permet de de moins mettre d'étiquette. En France on aime bien mettre des et puis encore une fois venir de l'extérieur, c'est toujours plus pratique pour en France. Et parce que moi par contre je voulais vivre en France, ayant vécu à l'étranger toute ma vie, je voulais vivre dans ce système, je voulais contribuer à ce système. Et voilà. Et après, je suis devenu prof aussi au Gobelin pendant 5 ans, ce qui m'a permis de constituer mes équipes aussi, le studio, de les voir très jeunes. Là, par exemple, le chef anime sur Arco, je l'ai rencontré quand il avait 18 ans. Il est venu en stage chez moi quand il avait 18 ans. Il a 26 ans aujourd'hui. Entre-temps, il a fait des pubs Chanel chez nous. Il a fait des animés. Et là, il a été chef anime il a commencé, il avait 25 ans, 24 ans sur le film. Et toute l'équipe, c'est des anciens élèves à moi ou des vieux amis qui m'ont fait l'amitié de venir m'aider sur Arco. Voilà. Trop bien. En tout cas, ce qui motive aussi finalement, c'est d'avoir un certain contrôle créatif et une autonomie, quoi. C'est à travers ces structures comme Remembers ou Réaliste et de créer aussi des cadres de travail que je trouve agréable et nécessaire à une création intéressante, et de créer des familles aussi, des gens qui aiment travailler ensemble, des amis. Moi, ce que j'aime dans le travail de studio, c'est d'être ensemble au quotidien, c'est de partager, de pouvoir regarder très vite, de s'augmenter les uns les autres, parce que toute la journée on est face à des limitations techniques, artistiques, personnelles, et donc quand on a un voisin aussi talentueux que ceux qu'on a à la maison, on pose la question, c'est résolu en une fraction de seconde et ça va vite. Et aussi chose très importante, c'est que Arco on l'a fait et ça c'était ma volonté dès le départ, entièrement à Paris. On a une petite équipe à Angoulême de 3 personnes, mais il y a tout qui est fait en France avec des gens qu'on a sélectionnés qui coûtent plus cher certes que des gens au Bangladesh. Et ça, au début, tout le monde nous disait mais ça nous coupe d'1,5 million d'aides européennes, la Belgique, l'Europe, le Luxembourg. Mais sauf que si tu fais ça, en fait, tu ne contrôles pas la main d'œuvre que tu as là-bas, parce que c'est pas toi qui l'engage, et donc tu dépenses un argent sur des gens qui vont pas aussi vite, qui sont pas aussi bons, et en fait, ils coûtent plus cher
que si. Et donc, le calcul à la fin, finalement. Et moi, tout le monde m'a dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est comme ça qu'on fait. Et je pense aussi qu'il faut sortir de ces modalités de pensée et qu'il faut réfléchir à comment c'est bon pour nous de faire les choses. Et moi, je me suis dit, c'est comme ça que je veux le faire. Au début, toute personne n'y croyait. Et puis, en fait, le film, on l'a rentré. Il est plus beau que ce que je voulais. Et voilà. Et en payant des gens comme en France, je veux dire, avec des bien quoi. Ouais, c'est bien, non, mais c'est un bon modèle. Plutôt que d'aller prendre des gens qui inspirent d'autres, qui gagneront rien et qui ne sont pas formés, et je trouve qu'en France on a les meilleurs, en tout cas sur le film moi je trouve une quantité des meilleurs animateurs du monde quoi. Voilà. On salue leur travail. Ouais. Hugo, merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, conversation très riche. Et puis, je te souhaite le meilleur avec Arco. Merci beaucoup. C'est trop gentil.